établir des ponts entre cliniciens et fondamentalistes. Voilà, donc encore merci à Hamid et à Rabia. Et sans trop tarder, donc on va débuter notre session. Donc j'appelle Dr Laurent Groc, qui est directeur de recherche à Bordeaux, pour nous parler de la communication synaptique dans les maladies neurodégénératives. Quel horizon pour cela. Merci, à vous la parole. Bien, vous m'entendez? Parfait, merci. Chers collègues, chers amis, c'est un immense plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Je tiens d'abord à remercier le ministère pour l'organisation de cette fabuleuse journée. Vous allez comprendre que je ne suis pas un clinicien, je ne travaille pas directement à Saint-Denis Parkinson, donc j'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Et c'est un immense plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui parce que on est là en l'honneur de Rabia et Hamid. J'essaie de la prononciation. Je me suis rendu compte que je ne les appelais pas comme il fallait depuis des années. C'est un immense plaisir à double raison. La première, c'est qu'on l'a vu aujourd'hui à travers les différentes présentations, leurs contributions scientifiques, à la fois dans les mécanismes fondamentaux et dans les applications cliniques, est absolument remarquable. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir être ici aujourd'hui dans cette assemblée. Et c'est aussi un plaisir, à titre plus personnel, dans la mesure où, avec Rabia, nous sommes voisins de bureau, avec Hamid, voisins de palier, d'étage. Et ce sont deux personnes avec lesquelles j'ai toujours un immense plaisir à partager et à discuter. Donc c'est pour moi vraiment un immense plaisir. Donc cher Rabia, cher Hamid, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui parmi vous. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un clinicien, je ne travaille pas sur Saint-Denis Parkinson, donc ne quittez pas la salle tout de suite. Ce que je souhaite faire passer comme message, malgré ces avatars, c'est que comprendre des mécanismes cellulaires, moléculaires, fondamentaux, peut nous ouvrir des perspectives à la fois nouvelles sur la façon dont on comprend ces dérèglements, mais aussi sur la façon dont on peut intervenir dans le futur. Et je rejoins parfaitement ce que disait Étienne Hirsch dans la présentation précédente, dans la mesure où ne croyez pas ce que je vais vous dire aujourd'hui, surtout, mais prenez plutôt de cette présentation les différentes pistes non explorées qui peuvent aujourd'hui exister dans la compréhension d'un mécanisme cellulaire moléculaire. Alors on va faire un petit voyage dans le temps, pas dans le temps, pardon, un voyage dans l'espace, dans la mesure où je vais concentrer la présentation sur la zone de communication entre les cellules dans le cerveau et la synapse en particulier. Et où tout le monde a entendu parler d'une synapse, c'est cette toute petite structure qui connecte et qui permet une transmission d'informations entre deux neurones. C'est tout petit, c'est 300 nanomètres de large et la fonte synaptique c'est 20 nanomètres. Donc vous voyez que c'est un tout petit compartiment qui évidemment par son nombre permet le fonctionnement de nos réseaux neuronaux en conditions physiologiques et une implication de ces dysfonctions dans des troubles et neurologiques et psychiatriques a bien évidemment été proposée au cours des dernières décennies, voire derniers siècles en termes de compréhension et d'étude de ces mécanismes. Et bien évidemment, on peut appliquer ce concept de désordre de transmission synaptique à de nombreuses pathologies neurologiques, psychiatriques, et pour l'intérêt de la journée, vous connaissez cette hypothèse de synaptopathie dans la maladie de Parkinson, dans la mesure où l'accumulation au cours du temps d'alpha-synucléine au niveau des connexions, au niveau de ces synapses, pourrait induire une dégénérescence de ces lieux de transmission, qui, au fur et à mesure, conduirait évidemment à une perte de communication entre les cellules, entre les réseaux, et potentiellement à une implication ou une dégénérescence du réseau entier. Est-ce que cette dégénérescence synaptique est la cause et la conséquence des morts neuronales ou d'un dérèglement autre? C'est évidemment une question fondamentale qui est totalement ouverte, mais il reste vraiment, je pense, un intérêt réel d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la synapse, à la fois en conditions physiologiques et en conditions pathologiques, pour essayer de comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette dérégulation. Alors d'abord, qu'on soit juste d'accord et que l'on parte sur les mêmes concepts, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la synapse? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la compréhension des mécanismes de la transmission synaptique? Ça a été quasiment dit dans toutes les présentations. On a des traitements, on agit sur les récepteurs dans les synapses, on essaie de compenser la fonction des récepteurs, des transmissions, de l'activation des réseaux, etc. Comme si la synapse avait un bloc assez monolithique et comme si
on avait un accès assez complet au mécanisme qui régule ce petit compartiment. Vous allez voir que c'est évidemment quelque chose qui n'est pas exact en l'état. Nos connaissances évoluent fortement et il y a eu un vrai chamboulement dans les 20-30 dernières années sur la compréhension de ce qu'est la synapse, de la façon dont ça s'organise. Alors si on fait un tout petit zoom, vous voyez, ça c'est la petite synapse que je vous montre tout à l'heure, on va regarder à l'intérieur, et cette image est une image de microscopie électronique, donc on est vraiment là au cœur de la synapse. Les petites boules que vous voyez ici, les petites vésicules, contiennent le neurotransmetteur qui va être libéré dans la fente synaptique ici, donc c'est une zone de contact, il n'y a pas un contact physique direct, il y a vraiment un espace de séparation, et lorsque le neurotransmetteur est libéré, il va activer les récepteurs qui sont positionnés en face de cette zone de libération. Et donc, une fois activé, le récepteur passe une information, ça peut être évidemment un courant électrique, ça peut être une activation, une cascade de signalisation au niveau de cette zone. Donc une des grandes révolutions dans la compréhension de la transmission synaptique des dernières décennies a été d'identifier les acteurs. Quelles sont les protéines, quels sont les acteurs moléculaires qui organisent et qui sont impliqués dans ces régulations à la fois de libération de neurotransmetteurs ou d'activation des récepteurs au niveau de ces zones synaptiques. Et là, il y avait vraiment une explosion de nos connaissances. Ces petits schémas, vous allez voir, je fais une petite blague sur la présentation, la diapositive suivante. Ces schémas sont très très instructifs parce qu'ils nous permettent de comprendre, de catégoriser ces différentes familles de protéines. Mais c'est évidemment une vision extrêmement simplifiée. Très simple pour nous, neuroscientifiques, d'essayer de comprendre celui-ci est là, cette molécule est là, celle-ci est à droite, celle-là est activée, celle-là va chercher l'autre, et l'autre reste là, et ensuite, etc., etc. Donc on se fait conceptuellement comme ça des scénarios. Si on regarde un peu ce qui se passe dans une vraie vie, c'est un travail il y a quelques années du labo de Rizzoli en Allemagne. Vous voyez, en fait, ce que vous avez l'impression de regarder de tous les différents points sont tas de protéines de la densité présynaptique. Donc vous voyez, c'est un petit fragment, hein. On ne regarde pas toutes les protéines. Et quand on regarde comment elles s'organisent dans la vraie vie, c'est ça. Donc ça dépend dans quel pays vous pouvez là. Rizzoli parle d'un plat spaghetti. Enfin, vous pouvez vraiment imaginer différents types d'appellations pour ça. Donc dans la vraie vie, vous avez une densité de protéines, une densité d'éléments, de molécules dans la synapse qui sont enchevêtrées les unes avec les autres. Et c'est ce fonctionnement qui permet, évidemment, à la synapse de transmettre l'information. Et donc, un des éléments qui était caractérisé de cette connaissance des différentes molécules au cours du temps, c'est de se dire, une fois que les molécules sont dans la synapse, elles sont en place, elles sont stabilisées, et là, elles peuvent transmettre l'information, et si elles sont déréglées, eh bien, elles sont enlevées, mises au vide. Ce qui est apparu au cours des dernières années, et c'est en partie, au moins conceptuellement, en lien avec ce type d'imagerie, c'est que si vous voulez réorganiser au cours du temps une synapse, c'est très important pour les processus d'apprentissage, de mémorisation, vous avez besoin de changer ce matériel, vous avez besoin de le bouger. Alors imaginez-vous, projetez-vous, et imaginez-vous de devoir rentrer et sortir de différentes zones quand vous avez une densité de protéines telle autour de vous. Et biophysiquement, les gens savaient depuis très longtemps que si vous voulez faire ce genre de processus, il faut avoir une énorme dynamique moléculaire. Il faut que le matériel synaptique soit extrêmement dynamique pour pouvoir être remodelé lorsque vous avez une densité protéique telle que dans la zone synaptique. Et là, juste pour les aficionados, ça c'est une image de la présynapse, la densité postsynaptique ayant par définition une densité de protéines bien supérieure à ce que vous voyez ici. Et donc en fait, ça a amené au cours des dernières décennies à la vision suivante, qui est que le matériel synaptique, qu'il soit pré- post-synaptique, membranaire, sous-membranaire, intracellulaire, est en permanence en constant remodelage. Plus ou moins de récepteurs, si on veut favoriser une transmission, réduire une transmission, si on veut libérer plus de neurotransmetteurs, et tout ça nécessite évidemment un acheminement et une régulation du matériel synaptique de grande envergure. Alors comment ça peut être regardé? Évidemment les approches d'électrophysiologie, mais l'électrophysiologie nous a amené un pouvoir qui était celui de mesurer à un temps T la réponse d'un matériel présent dans une synapse. Mais évidemment, donc une manière, au cours du temps, on ne sait pas si c'est le même matériel qui est présent ou si c'est un matériel qui a été modifié, stabilisé aujourd'hui. Alors l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui, pour être un tout petit peu plus précis, et sortir de l'aspect conceptuel, si on prend l'exemple d'un récepteur. Quelque part, vous pouvez oublier tout de suite son nom, malgré le fait que ce soit un récepteur qui soit au cœur de nos travaux et cher à mon cœur depuis des années, qui est un récepteur qui fait partie de synapses excitatrices, glutamatergiques, 80% de nos synapses dans le cerveau,
qui passe une information. Et ce récepteur, il est connu depuis maintenant plusieurs décennies par un rôle absolument fondamental sur la maturation, la croissance des synapses dans le cerveau du bébé, la plasticité de nos synapses. J'espère qu'aujourd'hui, on a tous retenu l'information, on a tous appris des choses, et ça a été encodé par nos réseaux, et vraisemblablement cet encodage a nécessité à des moments des adaptations du poids de ces transmissions synaptiques. Et le récepteur NMDA, par cette amitié au calcium, est impliqué grandement dans ces processus-là. Mais la contrepartie de ça est que dans le même temps qu'il a un rôle absolument fondamental pour la physiologie de la synapse, ce récepteur a été impliqué a été relié à des troubles psychiatriques, la psychose en particulier, et différents troubles neurologiques, en grande partie, au moins conceptuellement, sur le fait que c'est un récepteur qui est perméable au calcium et que cette entrée de calcium peut induire des effets d'excitotoxicité et de mort neuronale. Vous allez voir que je pense qu'il y a plus que ce concept-là. Et si on prend juste l'exemple de ce qui est connu dans les modèles de maladie de Parkinson, on sait qu'au moins dans le striatum, dans les différents modèles, si ce soit HDA ou autre, un des premiers éléments qui est observé au niveau des synapses glutamatergiques, c'est un changement de la composition et du nombre de ces récepteurs NMDA. Peu importe le sous-type qui change, peu importe la direction, mais on a un changement de cette organisation des récepteurs qui conduit en général assez invariablement à une réduction, voire une perte de la plasticité de ces synapses, qui, je vous le rappelle, dépendent de ce même récepteur. Et donc, une des questions qui nous intéresse, mais parmi aussi beaucoup d'autres laboratoires, c'est comment ça se passe. Comment on met plus ou moins un récepteur, comment on change de type de récepteur. Ça paraît très facile à dire devant un auditoire avec une diapositive, mais dans la vraie vie, comment ça se passe? Si ce matériel est dynamique, comment on peut le regarder? Et en effet, si on se pose la question, mais en fait, un récepteur, il est né où et comment il arrive là? Mais en fait, il est né principalement au niveau du corps cellulaire. Et puis ensuite, je ne rentre absolument pas dans le détail, c'est absolument pas intéressant, ce récepteur, il est transporté dans les dendrites, il est inséré au niveau des membranes plasmiques, et ensuite il se balade, et il rentre dans certaines synapses, et une fois qu'il est dans la membrane, bien sûr, il peut transmettre une information due au fait que ces agonistes sont présents dans lui. Et donc, beaucoup de gens, beaucoup de laboratoires sont intéressés à ces différentes étapes de transmission. Ce qui nous concerne, l'exemple que je veux juste vous montrer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque le récepteur il est mis dans la membrane. C'est-à-dire qu'il est activable dans la mesure où ces agonistes et coagonistes sont présents à ce moment-là. Et pour regarder ça, vous pouvez utiliser très classiquement aujourd'hui, en termes d'imagerie, qui là aussi a été une révolution sur les 30 dernières années, différents types d'imagerie pour regarder un récepteur, une protéine d'intérêt. La première, qui est celle dont je parlerai le moins, je m'arrêterai en fait après cette diapositive, qui est des approches d'ensemble. Vous regardez tous vos récepteurs à un moment donné, dans un modèle, tôt dans une pathologie, plus tard, et vous regardez comment l'ensemble de ces récepteurs se distribue. Est-ce que vous en avez plus à un endroit, moins à un endroit, et donc vous avez accès à cette organisation globale du récepteur. Ou vous pouvez utiliser une autre approche, qui est conceptuellement évidemment très différente, qui est basée sur le fait que vous regardez un récepteur, un complexe, qui s'appelle la single molecule. Et donc vous regardez ce récepteur fonctionnel. Alors comment on peut faire ça? Et ça c'est un travail qui a d'ailleurs conduit à un prix Nobel trois chercheurs fantastiques en 2014 sur l'application et la révolution en biologie que ce type d'approche a amené, qui est donc très simple. Vous utilisez une particule, peu importe le type de molécule que vous utilisez, que vous couplez à un récepteur d'intérêt, une protéine, un lipide, et vous regardez en temps réel comment ce complexe se comporte. Alors pourquoi c'est intéressant? Je suis sûr que c'est dans vos esprits tous à l'heure actuelle. Vous dites, mais franchement, à quoi ça peut me servir d'aller regarder 1, 2, 3 récepteurs quand je sais qu'il y a des quantités énormes et que ces récepteurs sont distribués partout dans le ciel? La meilleure façon de vous répondre, on peut rentrer dans les statistiques, je pense que ça n'a aucun intérêt. Si vous regardez cette vue, c'est une vue Google de Paris, et vous voyez que si vous voyez des rues, je vous demande de m'expliquer comment fonctionne le trafic des voitures. Et vous avez ces images. Alors vous allez pouvoir me dire, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que toutes les heures, par exemple, je prends une image, clac, clac, clac. Et donc je vais regarder. Et en fait, ce qui va se passer, si vous faites ça typiquement avec cette image, c'est que toutes les heures, vous allez prendre une image et vous allez à chaque fois trouver des voitures sur le rond-point et dans les différentes zones. Et donc la conclusion que vous allez prendre, qui était celle qui, d'ailleurs, on retrouve encore dans certains livres académiques, c'est que les voitures, ça ne bouge pas. Parce que chaque fois que je prends une image, elles sont là. Donc, forcément, c'est que ça ne bouge pas. Alors, quand même, vous avez un doute.
vous allez un petit peu plus loin et vous dites, bon, je vais prendre une approche d'ensemble. Une approche d'ensemble, par exemple, c'est que j'enlève les voitures à un endroit et je regarde si ça revient. Et oui, vous allez voir que ça revient et ça va vous donner une vitesse moyenne qui est extrêmement importante, extrêmement intéressante comme information. Là, en moyenne, ça va bouger 50 km par heure. Très bien. Mais le prérequis, et ça c'est un concept en biologie absolument fondamental, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous considérez que le comportement est moyen. En moyenne, ça bouge pareil. On a un comportement identifié, un comportement moyen. Sauf que, on sait que là, si vous prenez, vous faites pas de single molécule, vous faites du suivi de molécules, de voitures uniques, et vous en regardez, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que vous avez 10% des voitures qui ne bougent pas, qui sont garées. Vous allez voir que vous avez des voitures prioritaires, vous allez voir qu'il y a des voitures qui ont un comportement particulier, en fait, on s'en voit beaucoup. Vous allez voir qu'il y a des voitures qui ont un circuit très précis, et vous allez voir que, par exemple, pour induire un chaos, vous avez besoin de 5-10% de voitures qui peuvent totalement mettre la circulation à mal. Et c'est un concept absolument majeur en biologie aujourd'hui, qui s'applique à la cancérologie et à la neuroscience avec le temps, qui est que quand on regarde des protéines dans un ensemble, des récepteurs dans un ensemble, et qu'on se dit on regarde un comportement moyen, on fait l'assumption que toutes les protéines se comportent à un moment donné de la même façon. Or, on sait en biologie aujourd'hui de plus en plus, et je pense qu'on est vraiment au début de ces approches-là, que vous n'avez pas besoin d'avoir, si vous avez une petite fraction de protéines, de molécules qui changent de comportement à un moment donné et qui induisent un changement avec le temps de l'ensemble de ces molécules qui sont modifiées, vous avez besoin d'approches qui vous permettent d'aller regarder les sous-populations. Quand j'ai ça, est-ce que j'ai des sous-populations? Et jusqu'à présent, chaque fois que ce type de raisonnement a été appliqué, oui, les gens ont vu des sous-populations de protéines identiques dans un environnement quasi proche, au même moment, qui ne sont pas engagés dans les mêmes interactions et donc n'ont pas les mêmes types de comportements. Donc pourquoi il y a des gens qui s'embêtent et qui s'enquiquinent réellement à aller regarder les protéines antagonistes, c'est que vous avez accès à des sous-populations qui peuvent avoir un impact et qui peuvent avoir un intérêt pathologique absolument majeur. Maintenant, comment ça se passe en vrai? Alors là, c'est un petit film pour vous montrer. C'est un film qui sort quasiment d'un microscope. Il peut retoucher, vous allez voir, juste pour vous faciliter la compréhension. C'est des récepteurs. Chaque petit point blanc, c'est un récepteur qui a été marqué à la surface d'un neurone. C'est un réseau de neurones de l'hippocampe. C'est en temps réel, donc c'est pas accéléré. Donc c'est en fait, grosso modo, ce qui se passe dans vos têtes, dans nos têtes, à l'heure actuelle. Et donc l'idée qui était présente depuis très longtemps, que ces récepteurs, ils sont dans la synapse, ils sont bien calmes, ils passent l'information, et puis à la limite, si c'est pathologique, ils ont quelque chose qui change. Vous voyez que cette idée, elle a totalement volé en éclats depuis quasiment plus de 20 ans. C'est que le récepteur, comme on pouvait s'imaginer pour l'ensemble du matériel synaptique, ces récepteurs, ils sortent dans la synapse. Vous voyez là, ça va durer à peine quelques dizaines de secondes, minutes. Vous voyez qu'en quelques minutes, les récepteurs, ils ont changé d'endroit, ils rentrent, ils vont dans une synapse, ils sentent, ils stabilisent un certain temps, puis ils ressortent, ils vont ailleurs, etc., etc. Donc vous voyez que ce matériel synaptique, ces récepteurs, ces fameux récepteurs dopaminergiques, glutamatergiques, tout ce dont on parle pendant longtemps, en une heure, ils ont parcouru un espace, ils ont exploré plusieurs synapses, ils ont exploré plusieurs compartiments. Ce qui fait dire aussi, et j'espère vous convaincre de ça dans la conclusion, c'est que essayer de penser qu'on a des récepteurs synaptiques, qu'on a des récepteurs autres, à un moment donné qu'il faudrait les cibler. Le problème, c'est que ces récepteurs, ils changent tout le temps et ils explorent, et donc c'est extrêmement difficile d'un point de vue conceptuel. Qu'est-ce qu'on a appris très brièvement là-dessus? C'est que ça dépend vraiment du type de récepteur. Je ne rentre pas dans le détail. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'aussi ces récepteurs, ils tapissent pas la synapse de façon extrêmement homogène, ils ont des petits regroupements les uns avec les autres, et que ça change au cours du développement, ça change d'une structure à l'autre. Donc il y a vraiment des spécificités synaptiques locales qui sont vraiment importantes. Et donc on s'est dit, mais il y a bien un facteur. Et on était tous dans cette hypothèse de se dire, on va trouver le facteur X, celui qui régule la dynamique et la rétention de ce récepteur au niveau des synapses. Quand j'ai démarré ce long projet il y a 10 ans, j'étais persuadé qu'on allait aggraver le facteur X. J'avais absolument entièrement tort. On a commencé avec les facteurs intracellulaires parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un rôle majeur, voire totalement central des protéines intracellulaires. Oui, on a vu un rôle important de ces protéines intracellulaires dans l'attention, mais ça n'expliquait pas l'ensemble. On avait toujours une fraction de récepteurs qui était bien stabilisée, qui avait un comportement tout à fait normal lorsque l'on a altéré de façon même très massive l'ensemble de ces protéines intracellulaires.
Alors on s'est dit, bon, c'est peut-être pas toute l'histoire, mais en fait ce qu'on a commencé à regarder, c'est les interactions directes entre récepteurs. Donc, alors, typiquement les complexes des récepteurs dopaminergiques et récepteurs NMDA. On sait qu'ils interagissent à la surface, on sait qu'ils forment des agrégats et des hétérocomplexes. Et donc en fait ce qu'on a pu montrer, c'est que de façon aussi importante que ces protéines intracellulaires, l'interaction de deux récepteurs, ils vont danser le tango à un moment donné, ils vont être ensemble, ils vont se stabiliser l'un l'autre. Cette interaction-là est aussi importante pour expliquer la distribution et l'organisation des récepteurs. Alors on s'est dit, bon ça y est, là on commence à toucher le bout, on commence à voir l'ensemble des panneaux. Allons regarder aussi ce qui se passe au niveau extracellulaire. Le milieu extracellulaire, tout ce qui est dehors, ça ressemble à une soupe, ça n'a pas grand intérêt, c'est vraiment pas très spécifique. Là aussi, tout faux. On a pu montrer, notamment avec un travail avec mon collègue Stéphane Ollier, que simplement la présence à un moment donné d'un des coagonistes du récepteur, vous pouvez en avoir deux, et Stéphane en reparlera je pense ici, d'avoir la présence de l'un ou l'autre va changer de façon directe, instantanée, moléculairement, la présence et la dynamique de l'un ou de l'autre de ces récepteurs. Donc au final, aujourd'hui, la vision, et qui est en train, en tout cas, qui dans ma tête a absolument changé au cours des dernières années, c'est que rechercher de la protéine importante pour cette rétention est un projet vain. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a cherché, oui, on a trouvé des évidences, mais en fait, c'est à un moment donné, la synapse, c'est un environnement qui a des facteurs extracellulaires, intracellulaires et transmembranaires. Et que c'est l'intégration de tous ces éléments qui va faire qu'une synapse, à un temps donné, cette synapse va être capable de retenir plus ou moins spécifiquement tel ou tel type de récepteur. Et que lorsque l'ensemble de cet ensemble de molécules change, vous avez la force du piégeage, la force de la rétention de cette synapse qui va changer. Donc c'est vraiment, je vais essayer d'aller comprendre non plus à l'échelle de j'ai trouvé la protéine qui explique tout dans la synapse. Il faut intégrer ça avec une approche dynamique qui est nouveau et qui évidemment complexifie notre compréhension, mais qui est à mon avis fondamentale, sans quoi on tape dans un mur et on passera tout le catalogue Sigma en testant toutes les molécules, elles auront toutes un rôle à un moment donné sur ce type de dynamique. Qu'est-ce qu'on a montré une fois que ça bougeait? C'était quelque part nous sommes intéressés parce qu'on essaie de mieux comprendre comment la synapse est organisée, mais on se dit en fait à quoi ça sert? Bon, c'est bien, les récepteurs ils rentrent, ils sortent, bon super, comme ça il y en a dans la synapse, mais est-ce que ça a un rôle physiologique au-delà du simple renouvellement du stock de ces récepteurs synaptiques? Pour faire une histoire longue, très courte, oui. Et ce que l'on a pu montrer, c'est que typiquement, si à un moment donné, vous bloquez la dynamique de ces récepteurs, et vous bloquez simplement la dynamique de ces récepteurs, vous pouvez les activer exactement de la même façon. Le courant qui est généré par ces récepteurs reste exactement le même. Le calcium qui passe à travers ces récepteurs est exactement le même. Vous faites ça, vous figez. Et vous regardez si cette synapse est plastique comme elle est en condition basale. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que vous n'avez plus de plasticité dans ces conditions-là. C'est un travail qui a été publié en 2014 par Julien Dupuis, notamment, qui a vraiment montré que vous avez besoin de deux composantes pour qu'une synapse soit plastique. Vous avez bien évidemment besoin de ces récepteurs et du calcium qui passe, mais vous avez en même temps, et de façon tout aussi importante, besoin que ce matériel soit libre de pouvoir être réorganisé et de pouvoir être redistribué. Et que si vous empêchez cette composante-là, qui est une composante non liée au courant du récepteur en tant que tel, vous bloquez et vous réduisez de façon extrêmement forte la transmission de la plasticité de cette synapse. Alors on a testé ça parce que c'était des approches assez artificielles. On a testé notamment des cortisol, œstrogènes, des modulateurs très puissants de la plasticité synaptique dont on connaît l'implication du récepteur NMDA. On a pu montrer que avec ces modulateurs physiologiques très puissants-là, vous avez là aussi totalement besoin de cette liberté des récepteurs pour pouvoir entrer et sortir. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert qu'il rentre et qu'il sorte? Si le courant passe, une fois qu'il est passé, le courant, l'affaire est finie. En fait, non, c'est que quand le récepteur entre et sort, il permet une redistribution de nombreuses protéines. On en a identifié une ou deux. Alors, je ne sais pas où on s'arrêtera, je ne sais pas combien sont redistribuées, mais vous avez vraiment une réorganisation de ces protéines-là, et vous avez besoin de ce mouvement, vous avez besoin de cette dynamique du récepteur pour pouvoir redistribuer, embarquer dans le haut de l'épine de certaines protéines et potentiellement en enlever d'autres. Grosso modo, le récepteur sert aussi comme un bus, il monte des choses, il en redescend. Si vous ne faites pas ça, vous bloquez la plasticité. Alors, vous allez me dire, bon, et la dynamique des récepteurs, elle me l'a dit, neurologique. Est-ce qu'il y a un lien? Pour l'instant, c'était très fondamental, c'était sur l'aspect plasticité de la synapse et comment ça fonctionne. C'est évidemment une question plus que complexe, dans la mesure où ce qu'on peut faire, c'est, vous allez voir un exemple, je vous montre juste une diapositive, utiliser des modèles connus, regarder si la dynamique est modifiée. C'est évidemment très intéressant, mais
comme beaucoup d'études, c'est un des freins majeurs quand on fait de la recherche fondamentale ou de la recherche préclinique, c'est qu'on reste très corrélatif. On va dire, oui, je vois une altération de ce facteur-là avec ce modèle-là. Et puis le voisin, il va dire, moi je vois cette altération-là. Et l'autre voisin va dire, non, mais moi je vois l'activation de lui. Et puis l'autre voisin va dire, ah, pas du tout, moi c'est cette molécule-là. Et donc finalement, on se confronte tous à ce genre de problème qui est qu'on observe des phénotypes, on observe des altérations dans les modèles, et trouver vraiment le lien instructif de certains dérèglements dans les maladies très difficiles. Et l'exemple que je vais vous montrer est quelque chose qui nous a vraiment intéressé, je pense que ça peut avoir un intérêt pour cette audience, c'est la description en 2007-2008 de la description d'une encéphalite qui s'appelle la encéphalite NMDA, au récepteur, contre le récepteur NMDA, qui est une encéphalite dans laquelle on retrouve chez ces patients des auto-anticorps, des IgG, qui sont dirigés contre un épitope extracellulaire du récepteur NMDA. Vous voyez, vous avez un magnifique marquage de l'hippocampe notamment, magnifique marquage de neuropile, vous marquez les synapses avec les récepteurs NMDA de façon absolument magnifique. Ces patients, ils ont plusieurs noms qui sont vraiment intéressants. Ça commence en général par, en général ça dépend du sexe, mais ça commence en général par des présentations psychiatriques, psychose, hallucination. Et ensuite, dans un sens, vient des désordres du mouvement, avec dyskinésie, rigidité, myoclonie. Donc on a vraiment un panneau désordres du mouvement qui sont assez clairs, et puis ensuite suivi par une perte d'autonomie. Et en fait, ce que Joseph Dalmau, qui a été pionnier, qui a découvert à la fois l'anticorps et puis une grande partie des parties mécanistiques, montrer, c'est que vous avez cette évolution au cours du temps. La première semaine, toutes premières semaines, vous avez cette présentation psychiatrique, et puis ensuite commence l'observation de toutes les altérations du mouvement. Et puis ensuite qui se prolonge. Alors le traitement aujourd'hui en première ligne, des corticoïdes, et puis immunothérapie, et rituximab en deuxième. Alors peut-être vous en avez entendu parler parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est au cœur de nombreuses discussions, le rôle de l'auto-immunité dans certaines maladies neurologiques, psychiatriques. Il y a eu notamment un livre, puis un film autour de la découverte de cette maladie qui est assez récente. Et donc la question qui se posait pour beaucoup, c'est voilà une molécule, une IgG, qui se dirige contre ce récepteur NMDA, contre un épitope extracellulaire du récepteur NMDA. Lorsque l'on enlève l'IgG, les patients ont une récupération absolument magnifique. Alors, il y a des altérations de la mémoire notamment qui peuvent persister, des altérations cognitives, mais de façon spectaculaire, la perte de cette immunoglobuline conduit à une amélioration clinique absolument énorme. Donc on a une molécule là qui, lorsque présente chez le patient et depuis a été fait dans les modèles animaux, induit à la fois ces troubles psychiatriques et ces troubles du mouvement. Donc on s'est posé la question, et très rapidement, peut-être qu'on comprenait le lien avec ce que l'on a pu faire par le passé, c'est que là on a un anticorps qui se lie contre la partie extracellulaire du récepteur, comme on s'amusait auparavant dans les laboratoires avec des molécules, des anticorps, pour essayer de freiner, ralentir ou changer la façon dont le récepteur pouvait bouger. Et donc rapidement, on a démarré une longue collaboration avec Joseph Dalmau, avec Jérôme Honorat, pour ne citer que, où on s'est posé la question, qu'est-ce que ça fait cette molécule? Qu'est-ce qui se passe quand on regarde l'aspect cellulaire et moléculaire? Et la première des choses à laquelle vous pouvez s'attendre, c'est forcément, cette molécule, ça doit être un antagoniste du récepteur NMDA. Et là, on va retrouver des phénotypes qui étaient observés, comme avec le PCP, comme avec l'acétamine. On va retrouver des fenêtres intéressantes à la fois cliniques et potentiellement au niveau moléculaire et cellulaire. Et donc, on a testé, nous et d'autres depuis, on a testé différents types de paradigmes, l'activité de ces réseaux, l'activité de ces récepteurs avec le calcium, les enregistrements électrophysiologiques, et grosso modo, il ne se passe rien. Vous pouvez mettre des concentrations de cheval, l'activité du récepteur reste, de façon aiguë, reste tout à fait optimale et reste en tout cas tout à fait similaire à ce que l'on observe en conditions basales. Et donc, grosso modo, la réaction, c'est bien que ce soit en anglais parce que la réaction notamment de collègues en sciences, c'était OK, who cares. C'est pas un antagoniste, donc vous pouvez plier les bagages. Il n'y a franchement pas grand-chose à tester dessus, c'est franchement peut-être quelque chose qui fait quelque chose d'autre. Sauf qu'on sait très bien que vous pouvez altérer la fonction d'un récepteur, pas seulement en
en agissant sur son activité ionotropique, comme je l'ai montré précédemment, mais aussi sur la façon dont le récepteur est libre d'influencer la transmission synaptique. Et ce qu'on a pu observer, là aussi pour aller très vite et pour aller à l'essentiel, c'est que si on expose un réseau neuronal et qu'on suit un récepteur en temps réel, donc on est toujours sur le même type d'image, là avec un réseau neuronal qui est exposé avec des immunoglobulines purifiées, alors ce sont les patients qui ont une maladie auto-immune mais qui ne sont pas des maladies auto-immunes dirigées contre le récepteur NMDA, ou avec les immunoglobulines de patients avec encéphalite anti-NMDA, on voit qu'en 5-10 minutes, le récepteur est toujours présent à la surface, sauf qu'il n'est plus retenu de façon efficace dans la synapse, même un certain temps, et que grosso modo, le récepteur il est perdu à la surface. Il est là, il est activable, hein, mais il est perdu, il est là, il est à côté, il rentre, il sort, etc., etc. Je voulais vous montrer ça parce que c'est un travail aussi récent que l'on a fait avec d'autres collègues cliniciens. On a regardé des tableaux cliniques un peu différents, mais toujours avec cette même immunoglobuline contre ce récepteur NMDA, même type. Et on a pu montrer, je fais là aussi très simple, que lorsque l'on expose des réseaux neuronaux et que l'on regarde le récepteur NMDA, et que ce réseau est exposé à ces immunoglobulines, ces auto-anticorps, on a le même dérèglement du récepteur, il ne sait plus où il habite, et il est dans la synapse, avec la synapse, etc. Et ce qui a été très intéressant là, pour la première fois, c'est qu'on avait, nous et tous les autres collègues en Europe et aux États-Unis et au Japon, ont pu identifier, c'est qu'il y a une fraction, 1 à 2% de la population dite contrôle, qui exprime ces auto-anticorps. La concentration est similaire, la force de marquage du récepteur est similaire. Et donc, bien évidemment, ça a généré dans toutes nos têtes un doute de se dire, ah, alors là, on a une concentration similaire, on a une immunoglobuline même type qui est présente, et chez ces patients, aucune histoire neurologique, aucune histoire psychiatrique. Et donc, en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que si on met des concentrations similaires de ces immunoglobulines contre le récepteur NMDA et qu'on expose les réseaux neuronaux à cette immunoglobuline, même concentration, vous n'avez aucune altération du trafic du récepteur. Donc là, on a une corrélation entre, vous avez des sujets qui n'ont aucune histoire neurologique qui ont cet auto-anticorps, et vous avez des populations de patients qui ont cet auto-anticorps, vous les purifiez de la même façon, de la même quantité, vous regardez, dans un cas, vous perturbez totalement la dynamique du récepteur, il ne sait plus où il habite, et dans l'autre, le récepteur continue à vivre dans la séquence. Et donc, ça commence à vraiment mettre sur la piste que commence à avoir un lien. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la présence d'auto-anticorps qui est suffisante pour conclure quoi que ce soit, mais que certains ont la capacité de désorganiser le récepteur. Comment ça marche? Je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas particulièrement intéressant, c'est tout simplement pour vous dire que pourquoi ce récepteur est capable de désorganiser ça, c'est tout simplement que le récepteur NMDA, il interagit avec un des récepteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils ont besoin ils se tiennent au niveau extracellulaire l'un l'autre, et lorsque l'anticorps vient se lier au niveau du récepteur NMDA, il casse cette interaction, et ce couple qui avait tendance à se stabiliser au niveau de la synapse est perdu, et en fait on voit que les deux récepteurs sortent de la synapse et sont perdus. Point très important, vous regardez d'autres récepteurs de cette synapse, d'autres protéines de cette synapse, tout va bien. Donc là, l'anticorps est très spécifique, il va désorganiser le récepteur NMDA et pour le cas, ce récepteur-là. Et donc, le modèle à l'heure actuelle, ce qu'a proposé, et le travail de Josep sur les mêmes principes, on a travaillé côte à côte là-dessus avec des modèles animaux et des troubles comportementaux qui ont été observés chez l'animal, c'est que la présence d'auto-anticorps, de certains auto-anticorps, est capable de bloquer, de désorganiser le récepteur et de finalement empêcher à la fois une transmission synaptique correcte et la plasticité de ces synapses, sans qu'il y ait aucune altération de la fonction du récepteur en tant que tel. Et donc, ce qui est un concept que l'on continue à pousser à l'heure actuelle, qui est de dire que rechercher systématiquement, automatiquement un meilleur agoniste, un meilleur antagoniste d'un récepteur est quelque chose de potentiellement intéressant, mais c'est, à mon humble avis, et je me suis largement trompé par le passé pour récemment dire une grosse bêtise, c'est que regarder la façon dont les récepteurs sont stabilisés et trafiqués à un moment donné dans une synapse ou dans un réseau neuronal va être aussi important que de chercher systématiquement de le suractiver ou de le bloquer. Alors juste un mot quand même sur c'est un petit projet qui est en cours dans la labo et qui est à propos aujourd'hui, qui est de regarder l'impact de la synucléine et en particulier des mutations de la synucléine. Alors on regarde aussi les fibrilles et les agrégats monomères, mais juste pour vous montrer un exemple sur la mutation de la synucléine, vous savez, vous connaissez ça mieux que moi, donc il y a des formes mutées de la synucléine qui ont été retrouvées pour certaines, vous avez une série qui ont été très bien présentées aujourd'hui et rappelées par Étienne précédemment, donc ils sont tout simplement dans certaines types de familles, donc c'est quelque chose d'assez spécifique.
Il y a une mutation qui nous intéressait avec un collaborateur, qui est cette mutation-là, qui a généré depuis maintenant de nombreuses années nombreuses données sur la possibilité de comprendre ce qui se passe au niveau de ces réseaux neuronaux. Des souris ont été générées, ces souris ont un phénotype absolument important, quasiment très peu de locomotion, paralyse, elles sont paralysées et en général la mort au bout du jeu. Et donc ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'est-ce qui se passe si on prend cette synucléine et qu'on regarde l'organisation de la synapse de façon assez aiguë. C'est-à-dire on n'est pas sur un modèle chronique, on regarde, on compare la présence de cette protéine sauvage ou la protéine mutée. Et ce qu'on a pu observer, et qui là aussi c'est simplement très corrélatif, mais ce qui nous montre de nouveau qu'il y a une dimension qu'aujourd'hui on ne prend pas assez en compte, et que lorsque l'on compare la dynamique d'un récepteur, toujours le même récepteur NMDA, donc on n'est pas sur un récepteur dopaminergique pour l'instant, on est sur le récepteur glutamatergique, on regarde ce qui se passe lorsque une synapse, un neurone exprime la forme mutée de la synucléine par rapport à une forme sauvage, on voit qu'il y a une altération absolument importante de la dynamique et de la rétention du récepteur. Est-ce que c'est spécifique à ce récepteur? Vraisemblablement pas. Quelles sont les familles, les sous-familles de récepteurs qui sont modifiées? On ne sait pas. Comment c'est réorganisé au cours du temps? Ce sont des questions qui sont évidemment totalement ouvertes. Donc pour conclure, j'espère que ce petit voyage au cœur de la synapse a pu vous convaincre de trois messages. Le premier, c'est que les récepteurs, c'est vrai pour tous les récepteurs aujourd'hui qui ont été étudiés, les récepteurs, comme tout matériel synaptique, est un matériel extrêmement dynamique. Et si je peux vous sortir de la tête l'idée que vous avez un récepteur et que l'idée c'est qu'on cible ce récepteur parce qu'au cours du temps on sera capable de changer son récepteur dans ce type de synapse-là, n'oubliez jamais que le récepteur est là pour un temps donné, très court, qui va bouger, qui va aller dans beaucoup d'autres synapses, et que ce matériel est en permanence modifié. Et qu'il n'y a pas une molécule qui va être importante, il y a une combinaison de molécules. Et évolutivement, on peut vraiment le comprendre aussi, dans la mesure où la synapse a de multiples moyens de renforcer le piégeage de certaines molécules à un moment donné, qui fait vraiment sens. À la fois pour un récepteur de comprendre ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe au niveau de la membrane et ce qui se passe au niveau de l'épi. Et donc c'est un moyen très très puissant pour la synapse d'avoir un intégrateur qui est le récepteur, qui est capable d'intégrer l'information à différents niveaux. Et cette dynamique moléculaire qui était on trouve encore des livres qui vont vous dire que le récepteur est extrêmement stable au niveau des synapses, c'est quelque chose qui réellement est en cours d'évolution. Et que cette dynamique, elle n'est pas simplement importante pour que le récepteur puisse être dans la synapse, rentrer et sortir, c'est fondamental pour la plasticité des synapses. Aujourd'hui, vous avez appris des informations et je me mets au feu que c'est en grande partie dû au fait que vous avez eu un changement très important de l'ensemble de ces récepteurs. Et que ce n'est pas simplement le courant qui va passer à travers le récepteur qui est important, c'est la façon dont ce récepteur va être libre d'amener des protéines partenaires, d'enlever des protéines partenaires qui est aussi importante que l'activité biotropique de ces récepteurs. Et le petit exemple qui a peut-être aucun intérêt clinique, et j'accepte la critique fondamentalement sans aucun souci, ce petit exemple qui nous intéresse fondamentalement, qui sont ces auto-anticorps avec ces encéphalites, qui est une molécule qui a une caractéristique, un tableau clinique très précis, est vraiment un outil qui nous permet de comprendre que vous pouvez observer ces altérations à la fois en tableau psychiatrique et neurologique, simplement est peut-être pas le mot le plus approprié, mais en altérant massivement la stabilisation du récepteur d'un synapse. Le récepteur, il reste dans la membrane. Le récepteur, il est activable de la même façon, sauf qu'il est déplacé. Quand on me demande de simplifier ça par un message grand public, c'est quoi l'équivalent? En fait, typiquement, ce qu'on a essayé de faire dans l'industrie pharmaceutique depuis des décennies, c'est de se dire, ces récepteurs, on va les booster. Donc la voiture, je vais faire le plein, on va changer les pneus, je vais changer le volume du moteur, vous allez voir ce que vous allez voir. Sauf que ce qui se passe peut-être, c'est que le GPS est cassé dans la voiture. Et que la voiture, elle ne sait plus où elle va, elle est là, vous pouvez la rendre extrêmement puissante, mais vous n'allez pas régler, vous n'allez pas corriger potentiellement un des désordres au niveau de la synapse. Et donc, utiliser, pour aller plus loin dans la compréhension de ces mécanismes, utiliser des outils, à la fois pour les avancées cliniques, bien sûr, et pour des avancées plus fondamentales, qui sont des outils qui nous permettent de faire de la translation d'informations entre un laboratoire purement clinique et des cliniciens, est quelque chose qui nous motive et
j'espère continuer à nous motiver au cours des années futures. Juste pour finir, et je paraphraserai Étienne dans sa présentation précédente, je vais mentionner principalement le rôle de tous ces collaborateurs cliniciens. Tout ce travail est fait en partenariat très fort avec des cliniciens. Et vous voyez quelque part le pont ou le gouffre, ça dépend comment on le voit, le fossé qu'il peut y avoir parfois entre les laboratoires, on fait du fondamental, on regarde un petit récepteur qui s'excite dans une membrane avec des nanoparticules, c'est tellement loin de la vraie vie des patients. Et des cliniciens, c'est un vrai travail. C'est pas simple, parce qu'on n'a pas les mêmes logiciels de fonctionnement parfois, on n'a pas les mêmes positionnements conceptuels parfois, mais ce travail, il est extrêmement valorisant, et essayer de chercher un dénominateur commun, d'essayer de chercher à un moment donné de qualifier la meilleure des façons, la bonne question et comment on peut y répondre sans chercher à répondre à la question sur les schizophrénies ou les psychoses ou les troubles moteurs. Typiquement, essayer de regarder dans un sous-type de psychose qui peut être lié à des désordres auto-humains ou à un sous-type de maladies qui sont liées à des désordres auto-humains. Et donc, regarder vraiment à l'échelle moléculaire et clinique en ayant bien défini ces paramètres, et je trouve quelque chose qui est absolument essentiel et qui demande un vrai effort des cliniciens et des neurobiologistes pour vraiment se mettre en face et vraiment essayer de comprendre et d'aller dans cette même direction. Merci beaucoup de votre attention. Merci Dr Groc pour cette très belle présentation qui souligne l'importance et en fait le rôle de la dynamique des récepteurs dans le bon fonctionnement de la synapse. Donc j'ouvre la discussion s'il y a des remarques. En écoutant Laurent, je ne peux pas m'empêcher de reposer toujours la même question. Je suis désolé de la reposer, mais c'est mon toc. À chacun son toc. Il y a peu de médicaments qui donnent des effets immédiats. L'insuline, ça crée une hypoglycémie. La morphine, ça diminue et supprime la douleur. Et la stimulation cérébrale profonde, quasiment immédiatement, ça induit une résolution de l'hypertonie, une amélioration de la dynamique du mouvement et la suppression du tremblement. Il n'y a pas beaucoup de situations comme ça. Et quand même, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce moment-là que devient la dynamique des récepteurs. Voilà, c'est tout. C'est itératif, je la reposerai sans arrêt à ce laboratoire que j'aime tant, mais voilà. J'ai pas la réponse, bien évidemment. Je vous dirais, il faut le faire. Je vais être un peu provocateur. Non, bien évidemment. Et surtout, par rapport au fait que parmi les premières études en 2000-2005 sur la dynamique des récepteurs, et peu importe le type de récepteur finalement, on s'est rendu compte que les activations, un changement d'activation de l'activité réseau, des changements très rapides de la concentration de calcium arrête le récepteur ou le relâche. On est sur un système comme ça, qui fait totalement sens d'un point de vue moléculaire. On sait qu'un changement de conformation, il se lit, il est attrapé ou il est relâché comme ça. Donc ça fait un sens total. Après savoir quel type de synapse, à quel endroit, ça c'est ma question, mais c'est évidemment, je suis absolument d'accord avec vous, c'est potentiellement un cas d'école où on se dit, là on a moléculairement on a un phénotype qui est instantané, on stabilise le récepteur à un moment donné, on a le calcium, ça repart, et la présentation est évidemment ce qui est observé au niveau préclinique et clinique. Donc, il faut le faire. J'ai une question derrière toi, Laurent. Donc tu nous parles de la dynamique des récepteurs, et je me pose la question en voyant tes schémas, est-ce que ça entraîne aussi une modification de la morphologie de la synapse, en particulier quand tu parles des possibles associations qu'il y a entre le récepteur NMDA et les éphrines, qui sont impliquées dans la stabilité de la synapse. Par exemple, dans le cas où il y a cette séparation, cette dissociation, que tu dis les éphrines quittent la synapse, tu devrais même t'attendre à ce qu'il y ait une modification de la morphologie dans ce cas-là, et bien sûr, qui dit modification de morphologie, dit modification probablement de la fonction, l'efficacité de la synapse, la capacité à induire des potentiels d'action. Absolument, une autre question. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, pour la bonne simple raison qu'aller vraiment regarder ça, répondre à cette question nécessiterait de regarder la dynamique du récepteur et vraiment la structure d'une épine avec des résolutions qui sont des types de super résolutions. C'est faisable aujourd'hui, c'est dans les tuyaux de CERN, je n'ai pas encore la réponse. Mais si je demande mon avis aujourd'hui, très vraisemblablement oui. C'est-à-dire, comme tu dis, les FRIN, c'est un cas d'école avec les astrocytes, on a potentiellement une zone de tension qui fait que ça va se stabiliser. Et c'est plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. Quand on a des interactions fortes, ça va stabiliser l'ensemble. Et lorsqu'on perd ces interactions, on va avoir plutôt un système beaucoup plus lâche. Donc ce que l'on regarde aussi, c'est le milieu extracellulaire. On met des sondes nanométriques et on regarde en temps réel dans le tissu comment le milieu extracellulaire change. Et ce que l'on a pu voir, c'est que typiquement, tu regardes la viscosité autour d'une synapse, si tu te déplaces d'une centaine de nanomètres, la viscosité est un changement parfois de facteur 2, 5 ou 10. Et donc le milieu extracellulaire il est extrêmement polymorphe. Il y a des zones de grande viscosité et de petite viscosité. Et très rarement, on a des changements du milieu extracellulaire en temps réel autour des synapses qui peuvent être très, très, très importants. Je pense que une façon de réguler ça, c'est en mettant un partenaire 1 et 2 d'un côté de l'autre. Si je mets 1, 2, 3, 4, 5 pièges, à un moment donné, je vais vraiment renforcer, je vais avoir tendance à contracter l'environnement. Et si je relâche ça en poussant un récepteur, le système va pouvoir se retirer. Donc, je pense que tu as tout à fait raison. C'est une hypothèse de travail plus que sérieuse. Technologiquement, c'est un tour de force. Je ne peux pas encore ça. Oui. Oui, absolument, non, tout à fait. Double réponse. La première, est-ce que c'est la viscosité? Si on pense à viscosité membranaire, la réponse est vraisemblablement non. C'est-à-dire que les viscosités membranaires vont être assez similaires. Si on prend des types cellulaires au niveau du cerveau, je pense qu'il y aura des similarités assez importantes. Par contre, au sein d'une même membrane, vous allez avoir des zones de changement lipidique très fortes. Donc je pense qu'à la surface d'un même neurone, il va y avoir des zones de rétention beaucoup plus importantes. Alors après, au-delà, on a regardé typiquement comment un même récepteur se distribue à la surface d'un neurone pyramidal ou d'un interneurone, et ça n'a rien à voir. Et je ne pense pas que ce soit les propriétés de la membrane en tant que telle, puisque tout ce mouvement que vous voyez est un mouvement purement thermodynamique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, voilà, mais ça me consomme une quantité d'ATP phénoménale, c'est pour ça que le cerveau, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement la température qui fait que ça bouge. N'importe quelle protéine bouge tout simplement parce que notre cerveau est à 37 degrés. Vous mettez votre cerveau à 32 ou à 28, vous allez avoir une réduction de façon totalement linéaire de cette dynamique-là. Donc ça ne coûte pas d'ATP en tant que tel, c'est pas l'énergie, c'est simplement la température qui fait ça. Et donc, quand on regarde un interneurone et un neurone pyramidal, par exemple, c'est principalement tout ce qui est extracellulaire, la matrice extracellulaire, le périneural, qui impose, qui met une pression sur le récepteur qui va avoir tendance à ralentir ça. Donc, le nombre de piégeages et la façon dont le cerveau peut localement freiner ou arrêter, je pense que est absolument pas infini. Et deux types de neurones. Et l'astrocyte, le travail qu'on a fait avec Stéphane en regardant, si on regarde sur l'astrocyte, c'est encore différent. Donc l'astrocyte va avoir des mécanismes de régulation vraisemblablement très différents, tout aussi importants que ce qu'on peut voir sur le neurone. Bien. Il y a d'autres questions? Oui. Blache, une question qui peut être puérile. Alors, le fait que les récepteurs deviennent mobiles, en fait, est-ce que cela induit un changement ou une réorientation de la messagerie intracellulaire qui est liée au récepteur quand il subit à son ligand? Là aussi, excellente question. Très difficile à répondre. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments très clairs qui nous permettent de répondre d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'un récepteur qui bouge, un récepteur qui ne bouge pas, activé un récepteur iotropique, induit le même type de courant? A priori, oui. Par contre, quand il bouge, il est potentiellement lié à certaines protéines qui vont être très différentes des protéines dans lesquelles il est au niveau de la synapse. Et donc là, on peut avoir des simulations assez différentes. Mais la question est, est-ce qu'un récepteur qui va bouger plus ou moins va avoir une simulation différente? A priori, en tant que tel, je ne pense pas. Je
pense que c'est vraiment la localisation et les protéines liées à un moment donné qui vont changer ça. Et par contre, si on augmente un flux, typiquement pour les protéines qui sont dans la dendrite, qui doivent aller la tête des épines, lorsqu'on a un flux, on va complètement changer la signalisation, tout simplement parce que le mouvement des récepteurs va faire qu'ils vont agréger, ils vont enrichir l'épine avec certains types de protéines. Donc c'est à la fois un bus, mais le bus, quand il est plein avec ses protéines, il va arriver carrément à un moment donné avec l'ensemble des protéines pour changer localement la signalisation. Et tout ça dans des échelles de temps qui sont dans la minute. Ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure, avec l'effet de se dire, dans le futur, pour les thérapies, il nous faut trouver des régulateurs des récepteurs. Je vais être très provocateur et très politiquement pas correct. C'est-à-dire que ce que l'on a pu essayer pendant des décennies, se dire, mais pourquoi on a échoué à tous les essais cliniques avec des agonistes de récepteur NMDA, c'est un des champions. C'est des millions de dollars investis pour trouver l'antagoniste du récepteur NMDA dans à peu près toutes les pathologies. Ça a échoué à chaque fois de façon magistrale. Potentiellement parce que peu importe qu'il soit super activé ou pas activé, s'il n'est juste pas au bon endroit, s'il n'est juste pas stabilisé comme il faut, on peut en vain essayer à chaque fois de trouver le truc. Et quand on sait qu'en plus le récepteur NMDA et la dopamine, ils interagissent ensemble, un travail qu'on a pu montrer il y a quelques années, c'est si vous activez le récepteur dopaminergique et vous regardez le récepteur NMDA, dans la seconde, vous voyez que le récepteur dopamine change, mais le récepteur NMDA aussi. Tout simplement parce que vous avez les deux partenaires, vous changez leur conformation et les deux sont libres. Donc quand on agit sur le récepteur dopaminergique, on l'active, en effet domino instantané, vous changez la distribution du récepteur NMDA. Et qui ne dit pas que le récepteur NMDA qui interagit avec une protéine X ne va pas changer la protéine X. Et donc quand on dit, moi je travaille sur la voie dopaminergique, moi je travaille sur la voie NMDA, moi je travaille sur cette voie-là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus ce que je fais. Parce que quand j'active un récepteur dopaminergique, moi je sais, quand je regarde un récepteur dopaminergique, que je change en distribution dans la minute. Et donc je ne peux pas dire j'ai activé que, ce qu'on dit sur le papier, j'ai activé que le récepteur dopaminergique et j'ai vu cet effet-là. Je peux vous assurer que vous n'avez pas fait que ça. Et vice-versa, quand on active un récepteur NMDA, on change la dopamine. Un changement de paradigme. Merci, Dr Grog. Donc, on va passer à la prochaine présentation qui sera faite par Dr Nora Abrous, qui va nous parler de la néoneurogenèse pour le traitement de la maladie de Parkinson. Service technique, parce que c'est pas mon ordi et je sais pas où on a mis mon fichier. Oui. Est-ce que le service technique peut venir récupérer le service, mettre le mot de passe, mon fichier. Bon, écoutez, en attendant que quelqu'un vienne m'aider, vous m'entendez pas? Ça va mieux comme ça? Oui. D'accord. Donc, en attendant donc, de commencer ce séminaire, je voudrais bien sûr dire que je suis très émue d'être ici pour honorer donc Rabia et Hamid qui ont reçu donc qui ont été remarqués par le gouvernement marocain, que d'ailleurs je salue pour cette initiative, car au travers cette journée, il permet à des ressortissants marocains de pouvoir aussi faire partager leurs connaissances à leurs concitoyens, et surtout il ouvre des portes sur des futures collaborations avec le Maroc. Donc il n'y a toujours personne, donc voilà, je voulais vraiment... Bon. Je peux faire un speech sans diapositive, mais ça... Hein? Mais non, mais le problème c'est que...
Non, c'est compliqué parce que mon speech. Non, ils n'ont pas de connecteur. Il n'y a pas de connecteur pour l'identificateur. Le problème, c'est que je n'ai pas le mot de passe. Je n'ai pas le mot de passe. Où est-ce qu'il est le technicien? Clique sur la flèche. Il n'y a pas de mot de passe. Non. Ah, d'accord. Il n'y a peut-être pas le mot de passe. On peut rester pas passer. Régler le problème de la... Oui, on peut passer. Ah, le casting. D'accord. Les deux ne peuvent pas passer. Attends, Stéphane, tu peux mettre ton l'ordi de monsieur? Vous avez la clé, une clé street? Je suis en train de mettre ma place parce que j'ai pas non plus le connecteur approprié. De quel connecteur? Bon, juste. Sinon, j'ai moi un connecteur pour HDMI. Ben, regarde, c'est la HDMI. Ah, mais c'est parti là-bas. Ah, qu'est-ce qu'on faisait Ah, ouais, ouais. Bonjour à tous. En change de présentation, je ne suis pas Nora Brousse. Je vais donc faire ma présentation. Donc, je suis Stéphane Ollier, directeur du Neurocentre Magellan. Donc, je vais commencer par bien sûr remercier les organisateurs, en particulier donc, le ministre et le ministère des Marocains résidant à l'étranger. Je remercie aussi Hamid et Rabia. Je vais plus ou moins paraphraser, ça a déjà été dit ce matin de la part de mes collègues marocains. Je pense que c'est qu'une chose à dire finalement, ce sont la chose la plus importante. C'est-à-dire que, au nom de toute la communauté des neurosciences de Bordeaux, nous sommes aussi très fiers de tout ce que Rabia et Hamid ont accompli, non seulement au niveau de la recherche, bien sûr, vous l'avez déjà entendu à travers les travaux qui ont été présentés, en particulier par Bernard Dulac un peu plus tôt, puis par Hamid lui-même et Rabia elle-même, mais aussi au niveau de tout leur investissement à travers le partage de connaissances, je crois que c'est un bon mot, le partage de connaissances locales, ce sont les premiers, lorsqu'il y a la fête de la science, à monter au front et aller dans les écoles pour faire partager leur amour de la science et de la recherche.
puis le partage avec ce qu'ils ont mis en place aussi avec le Maroc, mais aussi avec d'autres pays. Je pense qu'ils sont un exemple pour nous tous, comme quoi, je pense, un exemple comme quoi la science n'a pas de frontières. Je crois que il faut le noter. Je veux corriger aussi donc le fait que Hamid a dit que c'était une modeste contribution. C'est faux. C'est une contribution massive et majeure. Donc, en tant que directeur d'unité à Bordeaux, je suis en tant qu'ami, je voudrais vraiment te faire part de tout le respect que j'ai pour toi et pour ce que tu as entrepris avec Rabia. Donc maintenant, je vais parler rapidement de mon activité scientifique qui se focalise sur les cellules gliales. Alors je m'excuse, il y aura peut-être des petits bugs parce que j'ai dû passer d'une présentation Mac à une présentation PC et ça arrive de temps en temps qu'il y ait des petits soucis. Alors les cellules gliales, je vais commencer juste par vous faire quelque chose d'assez sommaire sur les cellules gliales dans les pathologies du système nerveux. Alors il y a des pathologies qui sont directement associées aux cellules gliales, ce sont des pathologies gliales comme la sclérose en plaques. C'est une maladie auto-immune, donc votre organisme sécrète des anticorps qui sont dirigés contre la myéline. La myéline est une protéine donc, qui est produite par les oligodendrocytes et cellules de Schwann. Vous avez les gliomes qui sont des tumeurs gliales qui représentent un peu plus de 50% de toutes les tumeurs intracrâniennes. Là aussi, ce sont des pathologies qui touchent directement les cellules gliales. Mais les cellules gliales, de manière plus générale, elles sont impliquées dans toutes les réponses inflammatoires associées à de très nombreuses pathologies qui touchent donc, le système nerveux. Ces réponses inflammatoires, puisqu'on ne va pas parler d'une réponse inflammatoire, mais ces réponses inflammatoires au pluriel, sont associées à des modifications de la morphologie de certaines de ces cellules gliales, en particulier les astrocytes et la microglie. Ça s'associe bien sûr à l'expression de nombreuses protéines, libération de substances qui peuvent être soit facilitatrices de l'état inflammatoire, soit au contraire empêcher cet état inflammatoire, associé aussi avec une activité phagocytaire, donc on le sait pour la microglie, mais ça peut être aussi le cas pour les astrocytes. Alors ce sont des effets qui à court terme peuvent être plutôt vus comme bénéfiques, mais qui peuvent être à long terme très délétères pour le tissu. Alors c'est des pathologies inflammatoires, il y a bien sûr la maladie de Parkinson. Alors j'ai juste mis entre parenthèses que c'était associé par exemple à une augmentation du nombre de cellules astrocytaires, aussi une augmentation des connexines, qui sont ces protéines qui assurent les jonctions communicantes entre les différents astrocytes, aussi une augmentation du nombre de ganglions synaptiques. On a bien sûr la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, Huntington. J'ai aussi marqué quelque chose d'assez intéressant qui s'est développé ces dernières années. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi une réaction astrocytaire au niveau de l'hypothalamus lorsque l'on était soumis à un régime alimentaire très riche, gras, sous-entendant que finalement c'était peut-être aussi assimilable à une pathologie de manger quelque chose, d'avoir un régime alimentaire qui n'était pas très sain. Donc, ce que l'on ne sait pas, par contre, c'est si ces réponses inflammatoires sont juste une conséquence, un marqueur de la pathologie, ou s'il y a plutôt une application causale, voire un effet exacerbant avec les maladies. Donc pour ça, il faut connaître un peu mieux, finalement, ces cellules gliales. C'est ce que nous faisons dans le laboratoire à Bordeaux. Parce qu'il faut savoir que pour la plupart des neuroscientifiques, finalement, la glie se limite encore à ce type de schéma, c'est-à-dire que ça représente, si le neurone, c'est la brique de ce mur. La glie représente plutôt le ciment qui lie les briques entre elles, donc un support plutôt physique assez passif. On sait aujourd'hui que c'est faux, on sait que les cellules gliales assurent des rôles majeurs dans le système nerveux central, à commencer très tôt au cours du développement. Ainsi, on sait que les cellules gliales radiaires sont essentielles pour deux phénomènes qui sont primordiaux pour le développement de notre cerveau, en particulier la neurogénèse, c'est à partir des cellules gliales radiaires que naissent les neurones, et c'est le long de ces cellules gliales radiaires que ces neurones migrent pour atteindre leur position finale dans les différentes couches du cortex. Les astrocytes sont les cellules gliales majoritaires dans le système nerveux central, et elles sont impliquées dans des fonctions, elles aussi, très importantes pour le fonctionnement de notre cerveau. Ce sont un peu, pour être un peu schématique, je dirais que ce sont un peu les nounous et les femmes de ménage de notre cerveau, sans être péjoratif bien sûr. C'est elles qui apportent les aliments nutritifs et trophiques nécessaires au développement et à la survie de nos neurones. Il faut dire qu'elles sont bien placées pour le faire, ces cellules astrogliales, puisqu'elles sont à l'interface entre les vaisseaux sanguins et les neurones.
Ces cellules gliales sont aussi responsables, ces cellules astrogliales sont responsables de l'élimination des déchets qui sont produits lors de l'activité normale du cerveau et des neurones. On pense en particulier au glutamate, qui est un neurotransmetteur, donc qui est le neurotransmetteur excitateur majeur du cerveau, qui, s'il devait s'accumuler, rester trop longtemps, une fois libéré dans l'espace extracellulaire, pour devenir toxique et nocif pour les neurones. On peut penser aux radicaux libres, au potassium, qui est exclu des cellules neuronales lorsqu'il y a des potentiels d'action, par exemple. Pareil, le potassium, s'il s'accumule dans l'espace extracellulaire, il va dépolariser vos cellules, il peut amener à une mort neuronale. Au cours des dernières années, il y a un nouveau rôle qui est apparu, et c'est finalement quelque chose qui a un peu relancé l'intérêt des neurophysiologistes pour les cellules gliales. C'est un rôle pour ces cellules dans la communication cérébrale. Et je vais vous en parler un peu plus dans quelques instants. Juste dire deux mots sur certaines propriétés de ces cellules gliales, et en particulier des astrocytes, qui leur sont propres et qui n'est pas quelque chose on trouve pas l'équivalent chez les neurones. C'est le fait déjà que les astrocytes sont organisés en territoires distincts. Chaque astrocyte occupe un territoire qui lui est propre. Il y a très peu de chevauchement entre les territoires de deux astrocytes voisins, de sorte qu'un astrocyte est en charge du contrôle d'une population de synapses différent de la population qui est prise en charge par l'astrocyte voisin. Une autre propriété très intéressante et très importante des astrocytes, c'est le fait qu'ils sont reliés entre eux par des jonctions communicantes. Donc, je vous ai parlé de ces connexines un peu plus tôt. Voilà un exemple, par exemple, sur cette diapo, où on a injecté juste un seul astrocyte avec une sonde fluorescente, et si on attend un peu longtemps, on va se rendre compte qu'on va révéler tout un ensemble de cellules astrocytaires qui sont reliées les unes aux autres avec ces jonctions communicantes. Donc, on a la formation d'un réseau dont on ne connaît pas encore trop bien l'importance et